Ça met un petit peu de temps. Bien, bonjour à tous. Il est 14h30. On va attendre 2-3 minutes. Donc, bonjour à tous les participants. On va attendre 2-3 minutes et on démarrera la conférence sur la loi de finances 2021. À tout de suite. Bien, mais écoutez, on vous propose de démarrer cette animation sur la loi de finances 2021. Donc, je me présente, Jérôme Grelier, je suis expert comptable au sein du cabinet TGS France. Et Christopher Silly, avocat fiscaliste, responsable du département fiscal au cabinet TGS France Avocat. Donc, comme vous le voyez, on a mis nos masques pour cette présentation. On voulait la faire l'un à côté de l'autre. Donc, une présentation particulière, vous allez voir, qui est très empreinte, je dirais, du contexte Covid actuel. Donc, l'idée, on a sélectionné les mesures qui nous apparaissaient comme les principales de la loi de finances 2021. Et puis, sur une heure, on va vous les présenter et on se réserve 10-15 minutes ensuite pour répondre à quelques questions, sachant que sont avec nous également sur le chat Anne-Sophie Turmot et Laure Masson, qui sont juristes en droit fiscal et qui pourront également répondre en live aux questions sur le chat. Juste quelques petits chiffres, on va dire, sur le budget de cette année. Dites-vous que dans les recettes fiscales attendues sur 2020, on a perdu avec le Covid 44 milliards de recettes fiscales. Donc, en moyenne, on est à 280-290 milliards de recettes par an. Donc, cette année, on en a perdu 44 milliards, un peu plus de 15%. Et surtout, les dépenses, puisque les dépenses, on a explosé les dépenses cette année dans le budget, puisqu'on a explosé de 75 milliards les dépenses, ce qui fait qu'entre 44 milliards de recettes en moins et 75 milliards de dépenses en plus, on arrive à un solde négatif de 110 milliards par rapport à un budget de 300 milliards, ce qui fait que cette année, puisque aujourd'hui on emprunte plus sur les marchés que ce qu'on a de recettes, puisque en ce moment on est parti là sur fin 2020 et surtout 2021 pour emprunter plus que le montant des recettes fiscales par an, preuve qu'on est rendu quand même très très loin dans la dette. Ok, donc on va vous présenter ce support donc avec 3 parties. Une première partie avec les mesures dédiées aux particuliers, notamment avec l'impôt sur le revenu. Une deuxième partie où on va consacrer justement aux mesures de soutien plutôt destinées à la relance des entreprises, dans le cadre du Covid notamment. Et puis une troisième partie, on a sélectionné quelques mesures fiscales diverses destinées aux entreprises. Voilà. Alors concernant les particuliers, simplement ici, donc là, on vous a remis ici le barème de l'impôt sur le revenu, donc toujours composé de 5 tranches, de 0 à 45%. On a reprécisé la deuxième tranche qui était à 11%. On vous rappelle que depuis le 1er janvier donc 2020, la tranche c'était une tranche à 14%, voilà, et qui est remplacée par le taux de 11%, pour baisser l'impôt sur le revenu. Alors sur les foyers modestes, puisque tous les foyers qui sont taxés de mémoire à 30 ou aux tranches supérieures
ne sont pas impactés par cette baisse d'impôt. Ce qui n'est pas indiqué là sur le slide, c'est la flat tax. Je vous rappelle que la flat tax, c'est ce qui a été créé par Emmanuel Macron au 1er janvier 2018. Et donc, lui, il a institué un taux spécifique de 12,8% au titre de l'impôt sur le revenu sur les revenus du capital, que sont les dividendes, les intérêts et les plus-values de cession d'entreprise. Donc, ça n'apparaît pas dans le barème en tant que tel. C'est un taux qui est à part, qui est un taux très, très avantageux. On avait fait déjà un webinaire il y a 2 ans sur le sujet, on vous en a reparlé l'année dernière. Et je vous invite du coup à retourner voir vos conseils pour justement arbitrer systématiquement chaque année entre le montant de vos rémunérations et le montant de vos dividendes, puisque les dividendes sont à 12,8, alors que votre rémunération, vous le voyez, peut monter jusqu'à 45% d'imposition. Voilà. Et donc le présent barème, effectivement, il est revalorisé, les tranches sont revalorisées de 0,2%, comme chaque année, pour tenir compte de l'inflation. Le point suivant, ça concerne le crédit d'impôt transition énergétique, qui a été complètement revu dans la loi de finances de l'an dernier pour être progressivement remplacé par la prime rénov'. Donc ça a déjà commencé sur l'année 2020 pour les foyers qu'on appelle des foyers modestes, notamment, donc qui étaient concernés par la prime rénov' en 2020. Et puis un des changements intervenus sur l'année 2021, c'est, on va le voir sur la slide d'après. Donc là, juste pour continuer sur la prime rénov', donc elle remplace le crédit d'impôt. Donc maintenant, c'est des primes forfaitaires qui dépendent en fait de la nature de la dépense et qui sont allouées aux personnes qui font des travaux dans leur maison ou habitation ou appartement. En sachant que plus vous avez des revenus, moins la prime forfaitaire qui vous est versée est importante. Il y a quand même une condition liée aux ressources. Alors aujourd'hui, tout le monde va en bénéficier. N'empêche que quelqu'un qui a des très hauts revenus va toucher une toute petite prime. Et l'avantage quand même de ce dispositif, c'est que auparavant, vous faisiez vos dépenses, par exemple, en 2020, et vous touchiez le crédit d'impôt en septembre 2021. Dorénavant, avec cette prime rénov', en 15 jours, si vous envoyez votre devis, votre avis fiscal, etc., vous recevez une réponse, et lorsque vous avez engagé les travaux, vous recevez la somme, ce qui fait que c'est en instantané, alors qu'avant, il y avait toujours un décalage d'un an. Ce qui fait que ça marche, puisqu'on se parlait un petit peu avant. Voilà, moi, j'ai 200 000 dossiers traités l'année dernière. Et toi, ça faisait en chiffres? Et moi, il y avait entre le CITE, le crédit d'impôt qui continuait à durer sur 2020 et la prime rénov', c'est un peu plus de 700 millions qui ont été alloués. Et dans le budget 2021, il est prévu de rajouter à ces 700 millions 1 milliard d'euros. Ouais, donc c'est gigantesque. C'est une des plus grosses niches fiscales aujourd'hui en France. Voilà. Et du coup, le changement aussi de cette année, donc comme le disait Christopher, c'est que maintenant, ça va bénéficier, ma prime rénov', à l'ensemble des foyers, quels que soient les revenus. Alors bien sûr, avec des différentes catégories de foyers en fonction des revenus. Il y a une histoire de code couleur, les profils bleu, jaune, violet, rose, et en fonction de ces profils, le montant des aides va varier, je dirais, plutôt à la baisse, dès lors qu'on est sur des revenus qui augmentent. Et pour une fois, l'État vous incite à utiliser ma prime rénov', puisque dans les travaux parlementaires liés au projet de loi de finances, le gouvernement a indiqué qu'il s'attendait à beaucoup plus de demandes sur le site ma prime rénov', et donc probablement qu'il y a des gens qui loupent des primes parce qu'ils s'estiment sûrement plafonnés ou pas éligibles, alors que en fait vous pouvez avoir un petit quelque chose. Donc n'hésitez pas à faire votre dossier, c'est assez simple, sur ma prime rénov'. Voilà. Et on a mis une dernière petite précision, c'est qu'ils ont créé un crédit d'impôt pour l'installation des bornes de charge, puisqu'en fait ça correspond pas à des travaux d'amélioration de l'habitat en termes énergétiques, et du coup ça reste sous le biais d'un crédit d'impôt. Petit point sur la taxe d'habitation, puisque donc ça a été prévu dans la dernière loi de finances aussi, la suppression de la taxe d'habitation et notamment la suppression pour tous les contribuables, quel que soit le niveau de revenu. Donc au mois de juillet dernier, quand Emmanuel Macron a fait une allocution au 14 juillet, il avait revu un peu et il disait que ça allait peut-être être décalé, sauf que le Premier ministre, dans les jours qui ont suivi, a reprécisé que la suppression totale pour tout le monde serait bien à horizon 2023, et avec pour les contribuables qui ont des revenus un peu plus élevés, dès 2021, on commence à rentrer dans la baisse et la suppression de la taxe d'habitation. Alors, vous avez dû recevoir peut-être vos contrats de mensualisation de votre taxe d'habitation, comme moi, hier, et vous remarquerez qu'on vous appelle toujours le montant de votre taxe d'habitation par rapport à l'année dernière, c'est-à-dire si vous payez 800 €, l'année dernière, vous étiez redevable de 800 € de taxe d'habitation. Cette année, à partir de 2021, on vous mensualise toujours
sur les 800 €, alors même que vous allez avoir le droit à un abattement de 30%, donc une réduction grosso modo de 30%. Sauf que l'État se fait un peu de trésorerie puisqu'elle vous remboursera cet excédent versé qu'en octobre l'année prochaine. Donc pendant ce temps-là, vous continuez à avancer votre montant de taxe d'habitation avec le montant plein, alors que ça sera beaucoup moins lorsque vous recevrez votre avis en octobre 2021. Donc voilà pour la taxe d'habitation. Petit point ensuite ici sur les exonérations temporaires de droits de mutation. Donc ça concerne notamment, c'est en complément des abattements qui existent quand on fait des donations de son vivant. Quand on fait des donations, il y a des possibilités de bénéficier d'abattements qui sont renouvelables tous les 15 ans. Et donc, en plus de ces dispositifs, compte tenu du contexte, là, ici, l'État veut encourager, je dirais, les dons d'argent dans la famille, dans le cadre du contexte Covid, et notamment les dons qui seraient affectés à la souscription du capital d'une entreprise, comme c'est indiqué, à de la rénovation énergétique ou à la construction, l'achat de la résidence principale. Et dans ce cadre-là, il y a un abattement supplémentaire, une exonération supplémentaire qui porte sur un montant maxi de 100 000 €. On vous invite à l'utiliser. Évidemment, c'était cet été que ça s'est passé, dans une loi de finances rectificative. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, il y a eu tout de suite des études qui se sont rendues compte que les gens épargnaient pendant le Covid et ne dépensaient pas, et donc ça freine forcément le développement de l'économie. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils se sont dit, faisons circuler l'argent, et c'était ce qu'avait fait notamment Nicolas Sarkozy avec la loi TEPA à son arrivée en 2007. Et donc là, c'est exactement la même chose. À noter que ces 100 000 €, ils sont par donateur. C'est-à-dire que si moi, je suis père de 5 enfants, je peux donner au maximum 20 000 € à chacun de mes enfants. C'est propre à celui qui donne. Alors que l'abattement classique qui existe dans le droit français depuis maintenant très longtemps, aujourd'hui, il est de 100 000 € par parent, par enfant, tous les 15 ans. Là, celui-ci, il est de 100 000 € par parent, peu importe le nombre d'enfants. Et il est limité dans le temps, puisque lui, il est du 15 juillet 2020 au 30 juin 2021. Donc, évidemment, il faut rentrer dans les cases, mais si vous y rentrez, il faut utiliser en priorité cet abattement-là et conserver l'abattement général pour des futures donations. Et c'est vrai que sur les abattements généraux pour les donations, c'est aussi profiter pour repasser le message que c'est un vrai sujet. Pour bien préparer, je dirais, sa succession. Les donations, c'est un vrai sujet avec toutes ces possibilités d'abattement. Parce qu'on voit assez rapidement dans les successions que, sans parler de patrimoine de plusieurs millions, mais assez rapidement, à partir de quelques centaines de milliers d'euros, on tombe sur des droits de succession qu'on pourrait éviter, ou en tout cas limiter, dans le cadre d'une stratégie de donation à faire en amont, bien sûr, de la succession, du décès. Je vous rappelle, les droits de donation, la principale tranche, c'est 20%, pareil pour la succession, et après, vous pouvez aller très loin, vous pouvez même monter jusqu'à plus de 45%. Donc, d'où l'intérêt d'utiliser ces abattements. OK. On passe ensuite au point suivant concernant l'investissement locatif. Donc, il y a des dispositifs qui succèdent de ministre en ministre, etc. Donc là, on est sur le dispositif Pinel qui date déjà de quelques années, François Hollande. Voilà. Ce dispositif Pinel donc, concerne, en fait, c'est une réduction d'impôt sur l'acquisition de logements neufs dans certaines zones. Alors, soit logements neufs, soit des logements anciens avec des travaux très importants qui font que c'est assimilé à de la construction. Dans certaines zones qui sont définies, il y a des listes, on parle des zones des zones A, A bis, B1, donc tout ça, il y a des listes de communes. Et ces investissements peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt qui va jusqu'à 21% de l'investissement. Et donc, ce dispositif qui devait s'arrêter d'une part au 31 décembre 2021 a été prorogé par la loi de finances 2021 jusqu'au 31 décembre 2024. Et en même temps, par contre, progressivement, ce dispositif va être réduit. Et là, c'est ce que vous voyez dans le petit tableau. Il va être réduit pour, en 2024, atteindre 12% pour des engagements de location, pour un engagement de 9 ans, 12%, auquel peut se rajouter 2% supplémentaires, donc 24%. Là, aujourd'hui, on est au maximum à 21%. C'est-à-dire dans le tableau 2021-2022, c'est 18% plus 3% éventuellement supplémentaires. Donc une baisse significative de ce dispositif. Grosso modo, vous étiez à 21 aujourd'hui, 21% max sur 12 ans. Demain, vous serez au maximum à 14%. Vous disiez 24, mais c'est 14. J'ai dit 24, c'est pas grave. Mais du coup, voilà, on était à 21, on descend à 14. Sincèrement, je ne vais pas me mettre tout le monde de l'immobilier à dos, mais vous savez très bien que quand vous passez notamment par des promoteurs, ce coût de la réduction d'impôt est souvent quand même répercuté
dans le coût de la construction et donc dans le coût de l'investissement. Si en plus de ça, on diminue fortement l'intérêt fiscal, ça risque de faire mal un petit peu au programme 9. Il faut savoir que le gouvernement réfléchit, enfin a demandé même à faire un rapport, mais vous savez comment ça marche dans le milieu étatique. On demande à faire un rapport parce qu'on considère que le Pinel n'est peut-être pas très efficace et que ça n'a jamais vraiment fait développer l'offre dite intermédiaire. Et donc, un rapport doit être rendu d'ici septembre pour sceller un peu le sort du Pinel. Donc, attendons-nous sûrement un nouveau dispositif avec un nouveau nom de notre futur ministre du Logement. OK. Point suivant, donc, concerne l'exonération des heures supplémentaires. Donc, ça, c'est depuis le 1er janvier 2019, où dans la limite de 5 000 € annuels, les heures supplémentaires sont exonérées d'impôts sur le revenu et cotisations sociales. Il y avait eu ça à l'époque sous Sarkozy. Et donc, 1er janvier 2019, c'était le cas, dans la limite de 5 000 €. Et en fait, là aussi, compte tenu du contexte, il y a un plafond complémentaire qui est de 7 500 € qui va concerner les heures supplémentaires effectuées donc, entre le 16 mars et la fin de la période d'urgence sanitaire, sachant que pour l'instant, la période d'urgence sanitaire, donc c'est qu'elle est au 16 février, je crois. Ça va être reporté. Et probablement reporté. Ça, rappelez-vous, pour faire un peu de politique en direct, Nicolas Sarkozy le met en place, c'était travailler plus pour gagner plus. François Hollande arrive, c'est la première mesure qui supprime quasiment dans la foulée. On lui a reproché pendant quasiment tout son quinquennat. Emmanuel Macron arrive et remet en place cette mesure et qui fonctionne relativement bien, puisque quand on regarde les chiffres, c'est quand même souvent utilisé. Donc une mesure qu'on pense se pérenniser dans le temps, en tout cas pour quelques années. Voilà pour les quelques mesures qu'on a sélectionnées concernant la fiscalité personnelle. Ensuite, donc, on va passer aux mesures tournées vers le soutien et la relance de l'activité des entreprises. Donc, ça va être principalement les nouvelles mesures prévues par la loi de finances. Mais on va quand même revenir, alors très rapidement, on va revenir sur les mesures du soutien qui sont déjà en place depuis le mois de mars-avril. Mesures de soutien, je dirais très importantes. Moi, je sais que ça m'avait marqué, mais comme beaucoup, quand Emmanuel Macron avait pris la parole la première fois sur le sujet, où il avait dit il va falloir sauver les entreprises quoi qu'il en coûte. Alors attendez, je te laisse prendre. Ouais. J'ai juste une seconde, il faut que je rebranche mon ordinateur. En sachant que ce qui a surtout marqué les gens, c'est la. Non, on ne voit toujours pas. Ah, maintenant oui, c'est bon. C'est bon. Alors, on était où? Là. Hop, on éteint le. Je fais où? Oui. Bon, excusez-nous, on a eu un petit problème technique. Alors, on n'était pas rendu prendre un petit café, mais presque problème technique. On aurait pu prendre un café. Encore désolé de cette interruption. Voilà. Donc oui, j'en étais là. Donc, on va faire un point sur les nouvelles aides qui sont mises en place pour relancer. Bon, excusez-nous, on a eu un petit problème technique. Alors, on n'était pas rendu prendre un petit café, mais presque problème technique. On aurait pu prendre un café. Encore désolé de cette interruption. Voilà. Donc oui, j'en étais là. Donc, on va faire un point sur les nouvelles aides qui sont mises en place pour relancer les entreprises. Mais avant, on revenait un petit peu sur les dispositifs d'aide qui ont été mis en place dans le cadre du Covid auprès des entreprises. Dans la continuité, je dirais, c'est ce que je disais de la première intervention d'Emmanuel Macron qui avait dit nous sauverons les entreprises quoi qu'il en coûte. Et comme le disait Christopher, les sommes distribuées sur l'année sont très importantes et ça va générer un déficit très important. Et donc là, on faisait juste un petit focus, on revenait sur notamment à gauche le prêt garanti d'État, qui est un des dispositifs, je dirais, principaux, prêt garanti d'État, pour vous dire que les délais d'octroi, pour obtenir ces prêts garantis d'État ont été repoussés au 30 juin 2021, ça devait s'arrêter au 31 septembre 2020. Et ça, c'est vraiment des dispositifs intéressants qui permettent d'aller chercher des emprunts auprès des banques qui correspondent jusqu'à 25% du chiffre d'affaires 2019, avec une garantie d'État à hauteur de 90%. Et ça, je dirais aujourd'hui, toutes les entreprises, si elles ont notamment des inquiétudes, alors pas forcément des difficultés, mais des inquiétudes du fait du manque de visibilité, nous, on les incite vraiment à aller chercher ce PGE pour sécuriser, je dirais, leur trésorerie. Et puis, si le manque de visibilité, on l'espère tous, disparaît assez rapidement et finalement, l'entreprise n'a pas besoin de ce PGE, elle pourra bien entendu le rembourser rapidement. Et puis, tout à droite, autre mesure principale, c'est le fonds de solidarité.
Donc, qui sont des versements directement faits auprès des entreprises qui connaissent des baisses de chiffre d'affaires importantes. Donc, ce sont des entreprises qui relèvent de secteurs particuliers, en particulier tous les secteurs très touchés par la crise du Covid. Donc, ils peuvent aller chercher des aides. Au début du Covid, on était sur des aides de 1 500 € par mois et progressivement, les aides peuvent aller sur des montants très élevés. On parle de jusqu'à 200 000 €, des montants très élevés. Bon, en sachant qu'en résumé, on vous l'a mis sur 2 slides. Là, il y a celle-ci et celle tout de suite après. C'est une usine à gaz totale, puisque vous avez dû le voir, ceux qui sont pris en plein dans ces aides, c'est que vous avez des mesures qui tombent tous les mois. Et donc, aujourd'hui, par exemple, sur le fonds de solidarité, pour janvier, on n'a pas encore connaissance des nouvelles règles. Et donc, on vit un peu le jour vis-à-vis de nos clients de les accompagner, puisque nous-mêmes, on est tributaires des règles de l'État. Et parfois, l'État lui-même ne sait pas encore les règles qu'il va appliquer, ce qui fait que ça crée une usine à gaz et ça crée des mécontentements un peu partout. Ce qu'il faut retenir, c'est que faut pas rêver, le prêt garanti par l'État, il sera peut-être abandonné dans certains secteurs très particuliers, l'aérien, l'aéronautique, le tourisme, peut-être les cafés, restaurants, mais dans beaucoup d'activités, on vous demandera de le rembourser. Dites-vous bien aussi que l'année prochaine, lorsqu'on va vous demander de le rembourser, on va appliquer des taux d'intérêt pour ceux qui vont les convertir en prêt classique. Et évidemment, les taux d'intérêt qu'on va vous appliquer, ça dépendra beaucoup de la situation financière que vous avez. Et donc, si vous avez attaqué tout le PGE et que vous demandez à le convertir en prêt classique, il ne faudra pas s'étonner si vous tombez sur des prêts à 2, 3, plus encore 4%, parce que ça va se passer comme ça dans les faits. Donc, je dirais des aides à suivre au jour le jour. Voilà. Ici, on a simplement remis effectivement les aides concernant le mois de décembre. On rentre pas dans les détails, mais effectivement, comme le disait Christopher, c'est assez rapidement des usines à gaz. Donc, en fait, les entreprises concernées doivent chaque mois aller faire le point sur est-ce que je rentre à nouveau dans le dispositif ou pas, puisque ce que vous voyez à l'écran ici, ça évolue tous les mois. Et puis, en complément de ça, concernant ces aides, donc il avait été annoncé dès le départ qu'elles seraient non imposables, notamment ces aides, et non soumises à cotisation sociale. Donc là, ça a été confirmé par la loi de finances, c'est-à-dire qu'effectivement, toutes ces aides, fonds de solidarité et également les aides qui sont les aides exceptionnelles versées par les caisses complémentaires pour les indépendants seront bien exonérées d'impôts sur le revenu, d'impôts société et de cotisation sociale. C'est vraiment le coûte que coûte. C'est vraiment. Alors, le coûte que coûte, c'était dans les aides. Et évidemment, ce qui s'est posé en grosse problématique, c'est le montant des loyers. Dans les grandes villes, vous prenez notamment Paris, les fonds de solidarité à 10 000 €, vous n'allez pas bien loin parce que les 10 000 € sont mangés immédiatement par le loyer. Et donc, ce qu'a dit Emmanuel Macron, alors ça s'est fait en 2 temps. Vous avez une première mesure qui est technique. Grosso modo, lorsque vous avez un propriétaire qui vous demande un loyer dans le cadre d'un bail, le principe, c'est que le propriétaire peut ne jamais renoncer à ce loyer. C'est-à-dire qu'il ne peut pas vous faire des cadeaux. En principe, c'est pas légal. Fiscalement, ça peut poser problème. Là, lors du début du Covid, tout de suite, l'administration fiscale et le gouvernement ont dit tous les bailleurs qui renoncent à leur loyer n'auront aucun pépin fiscal puisqu'ils touchent rien. Il n'y a pas de raison qu'ils soient imposés sur ce loyer qu'ils ne touchent pas. Alors, il y a des petites nuances. Je vous laisse regarder le PowerPoint pour ceux qui sont concernés. N'empêche qu'aujourd'hui, toujours en cours, là, on a un système où tout le monde peut abandonner des loyers sans qu'il y ait de problématiques fiscales. Et puis, on y vient. Ce qui s'est passé, c'est que vous voyez cette petite zone grise là sur la frise, c'est qu'au deuxième confinement, il y a eu un vent de panique au niveau du gouvernement en se disant bon, les premiers confinements, les propriétaires ont abandonné, tout le monde a joué à peu près le jeu, on l'a vu nous dans les dossiers. Et au deuxième confinement, ça s'est un petit peu durci, où certains ont dit bon, écoutez, nous on a abandonné les 2 premiers mois on va dire mars-avril, avril-mai d'euros. Je vous rappelle que à l'IS on est à 35 milliards de rendement et l'impôt sur le revenu c'est un peu plus de 50. Donc en fait, grosso modo, CVAE, CFE, on va dire impôt de production dans sa globalité, c'est équivalent à l'IS et à l'impôt sur le revenu, donc c'est énorme. Et donc là, mesure choc, il faut le dire, pour une fois, mesure choc de Bruno Le Maire, notre ministre de l'économie, qui a dit on fait quelque chose de simple, la CVAE, cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, on la divise par 2. Donc le taux et le barème qui était applicable
vous pouvez vous dire demain dans vos bilans et dans vos budgets, on divise par 2 la CVAE. Voilà, donc la CVAE, pour rentrer un peu dans le détail, donc ça concerne les entreprises dès lors qu'elles font plus de 500 000 euros de chiffre d'affaires. Hein, et entre 500 000 euros et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, on a un taux progressif qui allait de 0 à 1,5%. Et bien, à partir de maintenant, la loi de finances 2021, ce taux progressif, il ira de 0 pour les entreprises qui font 500 000 euros à 0,75% au lieu de 1,5% pour les entreprises qui font 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Donc, divisé par 2, c'est effectivement une mesure très significative. Alors, attention, hein, les spécialistes vont tout de suite faire la remarque. L'État a budgété une perte d'à peu près un peu moins de 15 milliards sur la CVAE du fait de la baisse du taux. Mais en contrepartie, elle va retrouver de l'IS, puisque c'était un impôt déductible, hein, la CVAE. Donc, qui dit impôt qui diminue, résultat qui augmente augmente automatiquement l'impôt sur les sociétés. Donc, il y a un effet rattrapage, on appelle ça comme ça dans le jargon, qui fait que l'État va retrouver 3 ou 4 millions d'IS l'année prochaine du fait de la baisse de la CVAE. Ce sont pas des sommes nulles, mais voilà, l'État rattrape un petit peu via l'IS. Et dans la continuité de ça, on a également, après la CVAE, hop là, j'ai sauté une slide, voilà, une mesure concernant la valeur locative des locaux industriels, c'est tout ce qui va servir de valeur, notamment à la CFE, la cotisation foncière dans les entreprises et la taxe foncière, avec notamment pour tout ce qui est locaux industriels, hein, les usines, on a une méthode qu'on appelle la méthode comptable, c'est-à-dire que la base de taxation est la valeur historique, la valeur de construction, d'achat du bâtiment. Hein, et pour calculer cette valeur comptable, on utilise des pourcentages. Hein, donc, on les a indiqués ici, 8% pour les terrains et 12% pour les constructions. Et donc, là aussi, ces pourcentages vont être réduits de moitié. Hein. C'est énorme aussi. Hein. Ça veut dire que vous pouvez vous attendre à tous ceux qui sont concernés par cette méthode-là, qui défraient la chronique depuis aussi une quinzaine d'années, puisque grosso modo, lorsque vous êtes dans une méthode comptable, vous payez 3 à 4 fois plus de taxes foncières et de CFE que des locaux professionnels type bureau, commerce. Et donc, ça fait longtemps que on milite pour une baisse de cet impôt-là. Et donc là, on divise par 2 aussi. Donc là aussi, dans les budgets, vous pouvez quasiment anticiper une baisse de vos taxes foncières et de votre CFE par 2, ce qui est gigantesque. Entre la CVAE et la CFE taxe foncière qui baisse, vous allez avoir quand même un bel effet dans les bilans à venir. Dans la continuité de ça, Christopher, on a aussi un jugement qui est intervenu du Conseil d'État en fin d'année sur justement les valeurs locatives pour les locaux industriels. Ouais. Là, c'est un flash pour ceux qui sont concernés. Quand Jérôme tout à l'heure disait que la valeur locative, c'était les coûts de construction des bâtiments. Dans ces coûts de construction, on mettait aussi tout ce qui était agencement spécifique, qui était de l'agencement lourd. Les ponts roulants. Les ponts roulants, c'était ça souvent qui était visé. Et donc là, la jurisprudence, le Conseil d'État, juste avant Noël, est venu dire dorénavant, dans cette méthode-là, il n'y a plus besoin de prendre ces agencements lourds, donc on diminue le coût de construction. Donc là aussi, ça va venir diminuer vos valeurs locatives. Pour ça, il faut faire une réclamation auprès des impôts, donc il faut faire un courrier. Donc revenez vers vos conseils ou revenez vers nous pour que nous, on a commencé pour nos clients à retourner voir les impôts en disant on souhaiterait enlever du coût de la construction tel et tel agencement, ce qui fait que ça diminue les valeurs locatives de la CFE et de la taxe foncière. Voilà. Et puis toujours concernant la CET, donc contribution économique territoriale, qui je rappelle regroupe à la fois la CVAE et la CFE. Donc là, il y a une exonération temporaire qui est créée pour tout ce qui concerne les créations et les extensions d'établissements. Donc l'idée, c'est que les taxes CET, donc CVAE et CFE, une entreprise qui crée un établissement en est exonérée pendant 3 ans. Oui. Grosse mesure aussi. Grosse mesure qui va coûter aussi aux collectivités territoriales. Alors, il y a tout un débat entre l'État et les collectivités territoriales pour les indemniser de la perte de ces recettes. Donc, par contre, ce sera soumis justement à un vote de la collectivité locale. C'est-à-dire que on donne la possibilité aux collectivités publiques locales de le faire. Voilà. Une mesure qui est directement en lien également avec le Covid. C'est vrai qu'avec le Covid, là, on va avoir des bilans dans certaines entreprises particulièrement impactées, des bilans qu'on a l'habitude de dire des bilans défoncés. C'est-à-dire qu'on va à la fois accumuler des pertes importantes et du coup, l'effet sur le bilan, ça va être un effet de baisse importante des capitaux propres. Et donc là, aujourd'hui, dans le cadre des mesures de relance,
la loi de finances ouvre la possibilité pour les entreprises de réévaluer leurs actifs. Alors, ce qui était déjà possible hier, mais avec une chose, c'est qu'aujourd'hui, avant la loi de finances 2021, quand on réévalue les actifs, ça engendre le déclenchement d'une plus-value. Oui. En fait, si vous voulez, lorsque vous avez un bilan à l'actif, vous avez le coût historique de vos actifs, le prix d'achat notamment. Évidemment, entre-temps, les actifs ont pu prendre de la valeur, mais ça n'apparaît pas forcément au bilan. Donc, on vous autorise à réévaluer l'ensemble de l'actif de votre bilan, donc de remettre les nouvelles valeurs, les vraies valeurs, on va dire. La contrepartie de ça, c'est qu'on va augmenter les capitaux propres de l'autre côté, au passif, via un compte écart de réévaluation. Et donc, tout de suite, vis-à-vis des banques, ça va être plus joli, entre guillemets, puisqu'on va avoir des beaux capitaux propres. La problématique là-dedans, c'est la fiscalité. Et donc là, l'État vient nous dire que lorsque vous ferez des réévaluations de votre actif, eh bien, dans ces cas-là, il y aura une neutralité fiscale selon un mécanisme un peu technique, on ne va pas rentrer dedans, mais il n'empêche qu'il y a une neutralisation fiscale du fait de rehausser vos capitaux propres parce que vous avez rehaussé vos éléments d'actifs. Le gros problème de ce dispositif, moi j'en vois une grosse limite, c'est que ça ne concerne ni les fonds de commerce, ni le stock qui des fois pourrait avoir de la grosse valeur, ça concerne que les immobilisations corporelles, donc matériel, outillage, terrain, ou tout ce qui est immobilisation financière, pardon. Donc les titres de société, etc. Mais ça reste limité. En fait, nous, ce qu'on voudrait, c'est qu'on nous autorise à réévaluer les fonds de commerce, puisque c'est ça, c'est la valeur de la clientèle, du portefeuille. C'est ça aujourd'hui qui pourrait venir regonfler les capitaux propres. Pour l'instant, c'est pas le cas. C'est pas le cas, ouais. Ça marche. Ok. Ensuite, on passe à une mesure un peu dans le même esprit. L'idée, c'est aussi, alors là, c'est pas d'améliorer la présentation des entreprises, mais c'est de procurer, je dirais, de la trésorerie dans les entreprises qui en manqueraient en cette période un peu particulière, avec donc en mesure de relance la cession bail ou leaseback immobilier. Alors ça consiste en quoi aujourd'hui? Ça concerne des entreprises qui sont propriétaires de leur immobilier. Il faut que ce soit l'immobilier affecté à leur activité. Et donc, quand elles en sont propriétaires, elles ont possibilité, par cette loi, elles ont possibilité de céder leur immeuble à une société de crédit bail. Et ensuite, elles reprennent cet immeuble via un contrat de crédit bail en location avec une option d'achat à la sortie. Et donc, le dispositif aussi qui constitue la mesure de relance, c'est un peu comme tout à l'heure Christopher, c'est-à-dire que quand on revend l'immobilier à une société de crédit bail, c'est censé déclencher la plus-value. Et là aussi, il y a une possibilité d'avoir un étalement du paiement de cette plus-value sur la durée du crédit bail qu'on va signer derrière. En fait, le but, c'est une neutralité. Vous déclenchez une plus-value au moment de la vente au crédit bailleur, et en face, on va vous dire, vous l'étalez par exemple sur 15 ans, la durée du crédit bail, et pendant ce crédit bail, vous allez payer une redevance au crédit bailleur, une sorte de loyer. Et donc, évidemment, mathématiquement, vous allez avoir 1/15e de la plus-value en produit, et en face, vous allez avoir une charge liée à la redevance, et donc on va avoir une sorte de neutralité fiscale. Il faut savoir que ce dispositif a été créé pour la première fois en 2008-2009 suite à la crise financière, et à l'époque, on a généré 1,5 milliard, c'est dur à dire, de refinancement via ce dispositif de leaseback. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Le but est le suivant, c'est de faire de la trésorerie immédiate pour le chef d'entreprise. Évidemment, vous vous retrouvez pris dans un crédit bail, et le crédit bail, vous n'êtes plus propriétaire, vous êtes locataire avec une option d'achat dans 15 ans, mais il n'empêche que pendant ce temps-là, vous avez touché immédiatement le refinancement de la trésorerie. Donc, c'est un dispositif à manier avec précaution, mais qui peut être utile dans certains cas. Donc, comme la réévaluation des actifs qu'on vient de voir juste avant, c'est limité dans le temps, bien sûr, parce que c'est pour répondre à une période particulière. Et donc, là, c'est limité dans le temps. Ça concerne les sessions qui seront réalisées jusqu'au 30 juin 2023. Ça laisse 2 ans. Voilà. Autre mesure également censée, je dirais, améliorer un peu la trésorerie, alors dans des moindres proportions, c'est le report en arrière des déficits. C'est-à-dire que quand une entreprise fait un déficit, soit le déficit, on le reporte en avant, alors sans limitation de durée, on le reporte en avant sur les bénéfices futurs, soit on a la possibilité de revenir en arrière sur l'année d'avant et de calculer, je dirais, une créance d'impôt en lien avec le bénéfice qu'on avait fait l'année d'avant. Et cette créance d'impôt, en règle générale, on s'en sert pour payer l'impôt sur les 5 années suivantes. Et si au bout de 5 ans, on n'a pas réussi à utiliser la totalité de la créance, eh bien, au bout de 5 ans, à ce moment-là, on peut se la faire rembourser. C'est long, 5 ans. Et 5 ans, effectivement, c'est long. Et du coup, dans le contexte Covid, je dirais,
et les besoins de trésorerie qui vont avoir lieu dans les entreprises, l'administration fiscale, enfin l'État, autorise le remboursement immédiat, je dirais, des créances de carryback. Donc, par exemple, au 31 décembre 2020, dans les arrêtés de compte, s'il y a un déficit important qui génère une créance de carryback, une créance de report en arrière du déficit, eh bien, on pourra se le faire rembourser, on pourra demander le remboursement immédiat. À utiliser sans limitation. Ouais, sans limitation. Voilà. Surtout qu'on risque d'avoir forcément des bilans d'entreprise qui seront un peu moins bons au 31 décembre. Voilà. Quoique, on peut faire une parenthèse. Après notre incident technique, on a perdu un peu de temps, mais les bilans vont pas tous être catastrophiques, contrairement à ce qu'on dit dans la presse ou ce que disent certains. Nous qui en arrêtons quand même un certain nombre, on se rend compte aussi qu'entre les aides, l'abandon des loyers, les fonds de solidarité, le chômage partiel, enfin vous avez vu, c'est massif ce qu'on envoie dans l'économie. En fait, il y a un moment, les bilans ils reflètent ça aussi. Et donc quand on enlève des charges, qu'on reçoit des produits non imposables, etc. Bon, en fait, fiscalement, il n'est pas dit que dans tous les dossiers, on ait des déficits, voire même dans certains dossiers, y compris fermés, on ait des petits bénéfices fiscaux parce que, en effet, les aides sont massives et en plus de ça, elles ne sont pas fiscalisées. Le vrai sujet par rapport à tout ça, ça va être, je dirais, au moment où on va enlever les perfusions des entreprises, c'est est-ce que l'économie va repartir suffisamment fort pour permettre aux entreprises finalement de retrouver très rapidement un équilibre dans leurs finances, quoi. C'est surtout ça. Parce que c'est vrai que j'entendais ce matin à la radio d'ailleurs, où il disait que depuis 30 ans, il n'y avait jamais eu si peu de défaillances d'entreprises en 2020. Moins 40%, voilà. Moins 40% par rapport à l'année dernière. Donc, c'est-à-dire en 2020, on a fait moins 40% de cessation d'activité liée à une procédure collective, donc redressement judiciaire, liquidation judiciaire, par rapport à 2019. Pourquoi ? Parce que l'État a demandé aux impôts, à l'URSSAF et aux banques de ne pas aller solliciter les défaillances d'entreprises auprès du tribunal de commerce. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a un stock d'entreprises zombies qui survivent et dont on sait qu'à un moment, le retard qu'on a pris dans le traitement de ces opérations, de ces entreprises-là, vont arriver. Et là, on risque d'avoir des statistiques dramatiques d'ici quelques mois parce que tout le monde va arriver au même moment auprès du tribunal de commerce. Ok, donc ça c'était en petit aparté. Toujours sur les mesures de relance, là une mesure destinée à la rénovation énergétique, dans les petites et moyennes entreprises. Donc là c'est un crédit d'impôt en faveur des entreprises concernant des travaux de rénovation, alors qui portent sur des locaux tertiaires, des magasins, des commerces, des bureaux, etc. Et donc pour les dépenses engagées jusqu'au 31 décembre 2021, comme c'est indiqué, il y a possibilité pour l'entreprise d'aller chercher un crédit d'impôt qui correspondrait à 30% du prix de revient, avec un plafond. Le crédit d'impôt, il serait d'un maximum de 25 000 euros par entreprise. Voilà. Petit dispositif. Voilà. Ok. Alors en complément, alors ça c'est des aides. Alors c'est pas vraiment sur le sujet fiscal, mais ça a été mis en place cet été, l'été dernier. Donc les aides en faveur de l'emploi, même chose, toujours dans le cadre du contexte. L'idée c'était de soutenir l'embauche des jeunes, avec 2 aides exceptionnelles qui ont été mises en place. Une aide exceptionnelle, donc je dirais de 4 000 euros maximum pour toutes les entreprises qui embauchent un jeune de moins de 26 ans. Et donc l'aide est proratisée en fonction du temps de travail et de la durée du contrat. Et puis une aide exceptionnelle pour l'embauche d'un contrat d'apprentissage, même s'il y a déjà des aides qui existent pour les apprentis. Mais là, il y avait une aide supplémentaire sur la première année du contrat, pour toute embauche d'un apprenti entre le 1er juillet et le 28 février 2021. Et puis enfin, on a sélectionné quelques autres mesures. Donc ici, la nouveauté, elle n'est pas énorme, mais c'est surtout qu'on voulait vous réafficher le calendrier de baisse de l'impôt société. Donc ça fait déjà quelques années, ça a été initié sous François Hollande. Exactement. Également. Puis confirmé par Emmanuel Macron, le but étant qu'on arrive à un taux un peu plus dans la moyenne de l'Union européenne, qui est un taux à 25% d'IS. Je vous rappelle qu'on a démarré à 33 il y a encore quelques années, 33 un tiers, et donc là on descend à 25 pour 2022. Donc l'année prochaine, enfin cette année, pardon, maintenant qu'on est en 2021, on sera à 26,5, avec toujours le fameux taux réduit à 15%, jusqu'à 38 120 de résultats, avec une petite particularité cette année, c'est qu'on rehausse le seuil de chiffre d'affaires, on passe de 7 630 à 10 millions. Ça, c'est technique pour ceux qui arrêtent les bilans. Je voulais juste, moi, ce que j'avais à dire là-dessus, c'est que la différence entre le taux réduit à 15 et le taux à 26,5
la différence, elle n'est plus que de 3 800 €, hein, alors qu'à l'époque, quand on avait le taux à 15 versus le taux à 33 un tiers, l'écart était significatif. Quasiment 6 000 €. Ouais. L'année prochaine, on sera à 25%. Tout ça est en train de diminuer drastiquement. On se rapproche vraiment à des taux d'IS très compétitifs. Je lisais par rapport à l'Allemagne, on a un taux à 15%, sauf que l'Allemagne rajoute des taux communaux, etc. et s'approche très vite des 30%. Eh bien, nous, on va être plutôt bien situés l'année prochaine avec notre taux à 25. Ce qui est à noter quand même, c'est que malgré le contexte Covid, en tout cas aujourd'hui, on ne remet pas en cause la diminution de l'impôt société. On accélère un peu sur la baisse des impôts de production, on l'a vu tout à l'heure. On n'augmente pas l'IR. On n'augmente pas l'impôt sur le revenu. Donc voilà, malgré le contexte Covid et les finances conseils. Vous avez compris que c'est mission impossible. Hein. On ne touche pas l'impôt sur le revenu, on baisse l'IS, on ne touche pas la flat tax, on a parmi l'ISF et on aide tout ce qu'on peut aider. Il y a forcément un moment où on se reparlera tous ensemble pour se dire qu'il y a une hausse d'impôt quelque part. Une petite mesure qui est pas très importante, mais qui concerne quand même certains, tous les titulaires, comme c'est indiqué, les titulaires de revenus BIC, BNC ou bénéfices agricoles, hein, et qui, moyennant l'adhésion à un centre de gestion, bénéficiaient, je dirais, de la non-majoration de 25%. Hein. C'est-à-dire que ces personnes qui n'étaient pas adhérentes d'un centre de gestion voyaient leur revenu majoré de 25%. À une époque, tu n'étais peut-être pas né, Christopher, d'ailleurs. Probablement pas. À une époque, c'était pas une non-majoration, mais c'était un abattement de 20% qui a été supprimé et remplacé par ça. Et donc, la nouveauté quand même de la loi de finances cette année, ça fait quelques années déjà que c'est dans les tuyaux, c'est qu'il a été acté dans la loi de finances que cette majoration de 25% allait être supprimée à horizon des revenus 2023. Et d'ici 2023, il y a une baisse progressive. On le voit, on va passer à 20, 15, puis 10% de majoration. Et donc, en 2023, il n'y aura plus de majoration pour non-adhésion à un centre de gestion. C'est une tambouille d'experts comptables. Pour ceux qui connaissent le sujet, les centres de gestion agréés sont très en lien avec les experts comptables. Et donc, évidemment, ça fait quelques années que ça dure, ce petit feuilleton sur les centres de gestion agréés. Alors, sujet qui est, on vous l'a dit l'année dernière, qui pour moi est très important, la facturation électronique. Alors, on vous a dit plein de choses. S'il y a quelque chose à retenir pour l'avenir, c'est celui-ci. Je vous l'ai dit l'année dernière, la facturation électronique sera obligatoire pour les PME, TPE en 2025, pour les grands groupes en 2023 et les ETI en 2024. Donc, vous voyez, on se rapproche tranquillement. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est que vous n'aurez pas le choix que de transmettre entre B2B, donc assujetti, entre professionnels, une facturation électronique dont on est en train d'arrêter les modalités. Et ça, c'est ce qu'on appelle le e-invoicing. Je parle très mal anglais. On a le deuxième aspect qui est pour moi celui qui est fondamental, hein, c'est le e-reporting. C'est quoi l'idée? L'idée, c'est lorsque vous enverrez votre facture à votre client fournisseur, en fait, vous aurez systématiquement une obligation d'aller le transmettre sur une plateforme privée ou publique, c'est en train d'être défini, sur lequel l'État pourra se connecter, l'administration fiscale. Et l'administration fiscale, à partir de toutes ces données, donc elle aura vos données hors taxes, TTC, les modalités de facturation, les modalités de paiement, elle pourra prédéterminer vos déclarations de TVA. Et en fait, on va aller vraiment, ça va être très Big Brother, hein, on va savoir tout ce qui se passe dans votre entreprise en termes de flux en matière de TVA, que ça soit sur le e-commerce ou que ça soit sur des factures classiques. Et l'administration, elle va pré-remplir des déclarations de TVA et quand vous allez envoyer la vôtre, elle fera des recoupements et par rapport aux données de facturation qu'elle aura récupérées sur cette plateforme, eh bien, elle pourra vous pister si vous avez fraudé, en sachant que si vous ne passez pas par cette plateforme, pour l'instant, il y a un rapport qui a été publié par l'administration fiscale, on vous remettrait en cause le droit à déduction de votre TVA, donc autant vous dire que vous n'allez pas avoir le choix que de passer par cette plateforme. Et autant comme la facturation électronique, pour l'instant, ne concerne que le B2B, mais ce e-reporting, hein, l'envoi des informations à l'administration fiscale, eh bien, les textes prévoient aussi qu'il y ait des choses de prévues pour les opérations vente aux particuliers. Hein, donc je pense à tous les commerces, etc. Exactement. Où il y a des remontées. Je crois que c'est déjà le cas au Portugal, où les caisses, tous les soirs, les commerçants, au niveau de leur caisse, ont une obligation de faire remonter une information de chiffre d'affaires de la journée directement auprès de l'administration fiscale. Et contrairement à ce qu'on pense, c'est les pays de la Méditerranée qui sont très en pointe sur le sujet, puisque l'Italie est très en pointe aussi sur la facturation électronique. C'est le pays le plus avancé, avec en effet le Portugal. Mais je crois que c'était l'Europe qui leur avait imposé, parce que comme pour des problématiques que vous connaissez, de parfois recettes non déclarées. Voilà, du coup ils ont un coup d'avance. Ok, ensuite, je passe à la slide suivante.
Non, je reviens. J'ai loupé une slide. Voilà. Concernant la TVA, l'idée c'est que, alors on a déjà un dispositif qui existe, vous connaissez sûrement l'intégration fiscale, qui concernait, je dirais, le paiement de l'impôt, où quand on a différentes sociétés qui appartiennent au même groupe, il y avait possibilité au regard de l'administration fiscale de mettre en place ce qu'on appelle l'intégration fiscale et du coup d'avoir entre guillemets un seul contribuable pour l'administration fiscale au titre de l'impôt société. Eh bien l'idée ici c'est de faire la même chose au niveau de la TVA. Oui. Là aussi on est poussé par l'Union européenne et donc là je renvoie aussi aux techniciens. Demain tous les flux internes, les facturations internes sur lesquelles on met de la TVA, sur lesquelles parfois on se pose des questions en matière de TVA, vous n'aurez plus ce sujet-là puisqu'il n'y aura plus qu'un seul redevable, un numéro de TVA unique pour le groupe, ce qui fait qu'il y aura toutes les facturations internes seront hors taxe. Voilà. Alors c'est une option, c'est pas une obligation, c'est une option. Mais notamment il y a certains groupes où ces opérations entre sociétés soumises à TVA, parfois il y a de la perte de déductibilité, de déductibilité qui se traduisait par une charge pour l'entreprise, et du coup ça permettrait quand même de supprimer ces écarts-là. Notamment les banques, les assurances. Voilà. Bon, là, c'est une mesure, on va passer, on est en retard. On va simplement vous dire que là-dessus, on continue toujours à taxer davantage les véhicules polluants. Donc, dès cette année, l'année prochaine, en 2022, il va y avoir 2 nouvelles taxes qui vont remplacer la TVS actuelle. Il y aura un malus CO2 et un malus au poids. Tout ça va dans le sens de taxer davantage les véhicules polluants. Et je dirais, au passage, ça va réduire l'écart de prix à l'achat qui existe entre ces véhicules et les véhicules électriques. Je vous invite juste à regarder le taux du malus. Vous voyez qu'on peut être de 20 000 euros et avec le temps passer à 42 000 pour un même véhicule. Ce qui est sûr là-dessus simplement, c'est que si vous avez pour projet de changer de véhicule prochainement, renseignez-vous quand même parce que ça commence à faire du bruit. Et puis, dernier point, et puis après, on vous laisse, on a un petit peu dépassé. Les locaux professionnels, vous savez qu'il y a quelques années, en 2017, on a fait une grosse réforme des taxes foncières et des CFE, cette fois-ci pour les locaux, commerces, bureaux. Tout le monde s'est retrouvé, alors certains avec des baisses, certains avec des hausses. Et juste ce petit point pour vous dire que ça va sûrement rebouger puisqu'il y a une actualisation qui va être faite dans un rythme qui va être porté en fonction des élections municipales et qui vont faire que tous les ans, vos taxes foncières vont bouger. Donc, soyez vigilants là-dessus. Revenez vers vos conseils. Vous pouvez demander aux impôts le détail de vos taxes foncières. Sincèrement, regardez, car vous verrez que parfois, il y a des anomalies qui vous font payer trop de taxes foncières ou de CFE. Vous aurez le support évidemment à disposition, vous allez pouvoir le récupérer, vous allez pouvoir aussi nous revoir en replay. Vous avez nos adresses mail à tous les deux, donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions. On est désolé pour le petit problème technique. L'incident technique, Le café était pas très bon en plus, mais désolé. On est à votre disposition, n'hésitez pas. D'année en année, vous êtes de plus en plus nombreux. Là, je vois qu'on est quasiment 300 en ligne. N'hésitez pas aussi à dire à vos amis ou vos connaissances de nous revoir en replay. Voilà. Donc merci beaucoup. On va regarder rapidement, voir si on peut répondre à quelques questions en plus. Là, j'ai une question. Doit-on constater une provision pour impôt pour mettre en accroissement de capitaux propres que le net? Alors ça va être pour la réévaluation des actifs. Ouais. En fait, si vous avez une neutralité fiscale, votre écart de réévaluation, il va être brut et on n'aura pas de... il va y avoir un système sur le corporel, vous allez devoir réintégrer chaque année en fonction de l'amortissement. Je prends un exemple, vous avez du matériel. Ce sera sur 5 ans. Voilà. Si c'est du matériel. Si c'est du matériel sur 5 ans, vous allez réintégrer pendant 5 ans, à raison d'un cinquième, le montant de la plus-value sur ce matériel réévalué. C'est des dispositifs techniques, mais qui vont se gérer fiscalement et pas comptablement. Voilà, je reprends le chat. Merci. Merci pour vos remerciements. Encore une fois, avec nos excuses. Donc la présentation en ligne sera disponible aussi assez rapidement. Je sais pas exactement dans quel délai. Par contre, le support sera téléchargeable. Merci en tout cas de vos merci. Vous êtes restés très fidèles malgré notre coupure. Ça doit être ton charme, Jérôme, qui a fait rester les gens. Voilà, tout ce qu'on avait à vous dire. Écoutez, bon après-midi. Prenez contact avec nous si besoin. Et puis, au plaisir
Voilà. d'échanger avec vous. Et en espérant, si on renouvelle l'exercice l'an prochain, j'espère qu'on aura quitté nos masques. C'est vrai. Bonne journée à tous. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.